Alors sur le diaporama, hein, vous trouvez ces deux documents pour illustrer l'importance et les limites, hein, de cette activité de pêche dans les pays africains, notamment d'Afrique de l'Ouest, autour du golfe de Guinée ou un peu plus loin. Donc vous avez le cas notamment de la Mauritanie, hein. Donc vous avez quelques chiffres qui montrent qu'effectivement la quantité de poissons exportés, hein, ne cesse d'augmenter, hein, 215 000 tonnes en 2014, 360 000 en 2017. Que les usines également de transformation qu'on a vues sur la côte de produits de la pêche sont passées de 40 à 133, donc un triplement. De même que le nombre de navires accrédités est passé de 100 à 190. Mais il y a un revers à la médaille, hein. On vous dit que les efforts visant le développement durable du secteur de la pêche, ben, ne sont pas suffisants, hein, et que la pêche artisanale souffre d'un désordre total qui handicape l'intégration effective du secteur à l'économie nationale. Donc cela reste un secteur en quelque sorte artisanal, même si on tente de moderniser ce secteur. Et dans un deuxième temps, vous avez un article du Monde diplomatique de mai 2018 qui montre les conséquences sociales et environnementales de la pêche et notamment de la surpêche en Afrique de l'Ouest, notamment par le biais des accords signés entre l'Union européenne et plusieurs pays africains. Ces pays africains vont céder aux navires européens le droit d'exploiter leur zone économique exclusive. En échange, on vous dit, d'un soutien technique et financier qui est très variable. Moins de 2 millions d'euros pour le Sénégal, près de 60 millions d'euros pour la Mauritanie. Et cette pêche industrielle est jugée comme une catastrophe pour le Sénégal, car les navires étrangers pêchent dans les zones interdites et ils utilisent un équipement, ce que je vous disais, qui détruit l'habitat naturel de la faune marine, ce qui fait qu'en fait, c'est une pêche qui est totalement pas durable, hein, c'est-à-dire qu'on pille la ressource, et une fois que la ressource africaine sera pillée, eh bien, on ira chercher du poisson ailleurs, et tant pis pour les pêcheurs sénégalais. Et du coup, ben, les pêcheurs sénégalais qui, eux, vivaient depuis des milliers d'années avec le poisson qu'ils trouvaient dans les mers qui bordaient leurs côtes, eh bien, ils sont obligés de s'aventurer de plus en plus au nord, hein, et notamment dans les eaux mauritaniennes. Et on vous dit que plusieurs piroguiers sénégalais, donc des piroguiers, c'est des petits pêcheurs, hein, ceux qui conduisent une pirogue, évidemment, ne sont pas des pêcheurs de chalutiers, eh bien, ils sont morts sous les balles des gardes-côtes mauritaniens qui défendent leurs ressources. Et en fait, on se retrouve avec des pêcheurs sénégalais qui meurent parce que leur ressource a été pillée par des pêcheurs qui viennent de l'Union européenne ou de plus loin. Donc, c'est un secteur vraiment en tension. Donc, en dehors de la pêche et de l'aquaculture, eh bien, on va voir maintenant que la mer est également source de ressources stratégiques. Ces ressources stratégiques, donc, ben, vous en connaissez certaines, évidemment, hein. Les premières, ce sont les hydrocarbures. Alors, vous retrouvez cette carte page 35 qu'on a utilisée tout à l'heure pour étudier le secteur de la pêche et de l'aquaculture, hein, ce secteur de plus en plus exploité. Eh bien, si vous regardez maintenant le petit 2, hein, l'essor de l'exploitation offshore des hydrocarbures. Donc, vous voyez, alors ce qu'on appelle les hydrocarbures offshore, hein, c'est les hydrocarbures qui sont exploités loin du rivage, hein, donc en mer, hein, que vous pouvez voir par exemple avec cette plateforme pétrolière qui se trouve au large de la Norvège, hein, en mer de Norvège, qui permet donc d'exploiter à l'aide de techniques d'extraction spécifiques le pétrole qui se situe sous la mer et qui permet ben, ici à la Norvège, un pays européen, d'être un pays exportateur de pétrole très important qui compte au niveau mondial. Eh bien, ce pétrole offshore, ben, vous voyez qu'il se développe. Alors, on retrouve le cas de la Norvège, mais vous en trouvez dans le golfe de Guinée, dont on vient de parler précédemment pour la pêche, hein, notamment autour du Nigeria. Vous en trouvez au large de New York, vous en retrouvez au sud-ouest du Groenland, vous en retrouvez au nord de l'Alaska, vous en retrouvez au nord de la Russie, vous en retrouvez sur la côte ouest de l'Australie, vous en retrouvez au nord de Bornéo. Euh, on en trouve de plus en plus. Et on estime, d'après l'infographie du document 5, hein, à la gauche, que le pétrole offshore représente 28% des réserves d'hydrocarbures et 28% de la production mondiale. Euh, et donc, l'essentiel des découvertes de pétrole qui se font aujourd'hui se font dans le domaine offshore. C'est-à-dire que le pétrole sur Terre, on l'a pour l'essentiel déjà trouvé, déjà localisé. Et puis le pétrole qu'on découvre aujourd'hui, eh bien, il se fait essentiellement
sous la surface de la mer, donc au fond des océans. Et cette infographie vous indique donc les principaux projets offshore, hein, et on voit que eh bien, on retrouve notamment la triade, hein, avec notamment les deux principales régions qui ont de nombreux projets offshore. C'est d'abord la Chine avec 30% des futurs projets offshore et l'Europe 28%. Et puis vous trouvez eh bien, l'Afrique, puis l'Afrique du Nord, puis l'Amérique du Nord. Alors l'Afrique n'a pas forcément toujours la technologie pour exploiter son pétrole. Ce sont donc souvent des compagnies étrangères, comme par exemple Total pour la France, qui va aller exploiter le pétrole offshore au large du Gabon ou parfois au large de l'Angola. Donc, en tout cas, de nombreuses plateformes pétrolières offshore sont en prévision et d'ailleurs, dans les mondes arctiques, hein, vous savez, ces mondes qui sont en train d'être de plus en plus accessibles du fait de la fonte de la banquise, eh bien, on trouve beaucoup de pétrole sous-marin, puisqu'on estime que un huitième des réserves mondiales de pétrole se trouve dans les mondes arctiques et se trouve au fond des océans, d'où nombreuses revendications territoriales de la part des pays riverains de l'Arctique. Alors aujourd'hui, hein, les technologies de forage ont progressé, hein, on est capable quand même d'exploiter le pétrole jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Donc évidemment, ce sont des techniques qui nécessitent une certaine maîtrise, hein, et qui évidemment ont un coût très important. C'est pour ça que je vous disais qu'elles sont souvent aux mains de firmes transnationales étrangères et appartenant à la triade. Donc ça peut être par exemple des compagnies pétrolières, comme je disais, comme Total pour la France, ça peut être Exxon pour les États-Unis. Gazprom pour la Russie. Donc ce sont de très grandes compagnies qui disposent de ces technologies extrêmement coûteuses et modernes. Alors en dehors des hydrocarbures, les mers sont également riches en ressources stratégiques renouvelables. Donc les énergies renouvelables sont accessibles grâce aux mers, notamment eh bien, l'éolien, hein. L'éolien encore une fois offshore, c'est-à-dire loin du rivage. Donc ici vous avez euh, un exemple d'exploitation éolienne au large des Pays-Bas. Donc, on voit le développement de l'éolien offshore à travers ce graphique, hein. On voit que en mégawatts, la capacité installée en mer a plus que quadruplé entre 2011 et 2017. Donc, évidemment, l'éolien, c'est beaucoup plus écologique, même si on ne sait pas trop comment recycler ces éoliennes quand elles finissent par être hors d'usage. On voit que le secteur est en très forte croissance, mais il reste encore ultra minoritaire et pose aussi certains problèmes, hein. Par exemple, en France, quand on veut installer une mère d'éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, eh bien, ça pose des problèmes avec notamment les plaisanciers, les pêcheurs locaux, les riverains qui trouvent que ça va défigurer le paysage, que ça va gêner leur exploitation de la pêche ou de la mer. Donc, ce n'est pas gagné de pouvoir installer des champs d'éoliennes partout. L'essentiel de ces champs d'éoliennes se trouve en Europe, hein, 95% environ. Alors on peut utiliser d'autres énergies renouvelables à partir de la mer, hein. Par exemple, on peut utiliser la force de la marée via des usines marémotrices. Alors en France, il en existe une, c'est l'usine marémotrice de la Rance, en baie de, quoi, du moins proche de Saint-Malo, hein. Donc ça fonctionne un peu comme un barrage hydroélectrique, hein, avec la force du courant. Vous savez qu'il y a une marée haute, une marée basse, elles sont très fortes en Bretagne. Eh bien, à marée haute, la mer va s'engouffrer, puis à marée basse, quand elle va redescendre, eh bien, elle va faire tourner des turbines qui vont donc produire de l'électricité. Alors bon, il y en a une seule en France, elle a été construite dans les années 60 et ce sont des projets qui n'ont pas été beaucoup développés. On peut utiliser également la force de la houle, hein, c'est-à-dire la force du vent marin et des vagues, pardon. On peut utiliser les courants marins existants, voire on peut utiliser la biomasse pour fournir ce qu'on appelle des algocarburants, c'est-à-dire des carburants en quelque sorte biologiques à l'aide d'algues marines. Donc encore une fois, on est dans des énergies renouvelables. Donc les mers et les océans peuvent être à l'origine d'énergies renouvelables. Alors également, on trouve, et ça vous l'ignorez sans doute, des nodules polymétalliques. Alors les nodules polymétalliques, ce sont des concrétions en quelque sorte extrêmement riches en métal, euh,
qui sont riches en métal, en minerais, donc hein, ça peut être du zinc, du nickel, du fer, et que l'on trouve au fond des océans. Alors le problème, c'est que ben, ils sont vraiment à des grandes profondeurs et que pour l'instant, ils sont largement inexploités. Mais on sait que le fond des océans est très riche en minerais. Le problème qui se pose, c'est comment remonter ces minerais à la surface pour qu'ils soient aussi à un coût accessible. Il ne faut pas que ça coûte trop cher, sinon ce ne serait pas rentable. Alors on peut trouver des minerais polymétalliques, on peut trouver également des terres rares au fond des océans. Alors les terres rares, c'est très intéressant parce que ce sont des minerais extrêmement rares, comme le nom l'indique, et qui servent notamment à la fabrication de vos smartphones et beaucoup à l'électronique. Et ces terres rares, on les trouve essentiellement en Chine et un petit peu en Afrique centrale aussi. Donc, trouver des nouveaux gisements de terres rares au fond des océans permettrait de limiter la dépendance de certains pays à des pays comme la Chine. Alors, autre ressource que l'on peut, qui peut venir aussi des océans, c'est le sable. Le sable, c'est une ressource car elle est nécessaire pour toutes les constructions. Vous l'ignorez peut-être, mais pour faire du ciment, il faut du sable. Mais c'est problématique évidemment pour l'environnement parce que on pourrait croire que cette ressource est infinie, pardon, mais elle n'est pas infinie, hein. Comme vous pouvez le voir, les conséquences de l'extraction des sables marins sont très importantes, hein. Ça entraîne le recul des plages et donc des menaces pour le tourisme, hein, puisqu'on vous dit qu'à 75 à 90% des plages disparaissent. En Indonésie, 24 îles ont déjà disparu. D'ici 2100, les Maldives n'existeront plus. 9 plages sur 10 sont en train d'être submergées en Floride. Et oui, à force de prendre du sable, le sable, c'est un élément naturel qui permet de freiner les effets, par exemple, des tempêtes, les effets de la montée des eaux. Si vous prenez sans cesse du sable pour faire toujours plus de construction, eh bien, ces réserves de sable à l'échelle mondiale, elles diminuent, pardon. Ce qui entraîne aussi des dangers pour l'agriculture, parce que si vous enlevez du sable, l'eau de mer va pouvoir pénétrer plus facilement et s'infiltrer dans les nappes phréatiques et rendre les terres arables impropres à l'agriculture. C'est un danger pour la faune, car quand vous draguez pour récolter entre guillemets du sable, eh bien vous allez détruire l'habitat naturel de nombreuses espèces sous-marines, par exemple des lieux de ponte pour les poissons, parce que en fait vous avez des espèces d'énormes pompes qui vont aspirer le sable, mais ça aspire tout en fait. Et du coup, bah, ça peut provoquer aussi une instabilité des bâtiments, parce que si on enlève le sable, eh bien les fondations des bâtiments risquent d'être moins solides parce que il va y avoir une fragilisation des sols. Euh, le sable, on peut l'utiliser également, hein, comme le dit le document 1, pour de nombreux usages, hein. Par exemple, le verre, vous ne le savez peut-être pas, mais pour fabriquer du verre, il faut du sable. Pour fabriquer les puces informatiques, il faut du sable. Pour fabriquer certains produits cosmétiques, il faut du sable. Donc on vous dit c'est entre 30 et 50 milliards de tonnes de sable qui sont extraits chaque année. Donc évidemment, je vous l'ai dit, hein, c'est d'abord la construction et l'aménagement du territoire, notamment pour produire du ciment. Et la production de ciment, on vous dit, a été multipliée par 3 depuis 95, c'est-à-dire en 25 ans. Depuis 25 ans, on a produit 3 fois plus de ciment, ben, notamment pour assurer le développement économique et la construction de tous ces gratte-ciels là qu'on a dans tous les pays émergents pour symboliser la puissance de ces pays. Je pense notamment à la Chine, mais pas seulement. Euh, on vous dit, par exemple, dans ce texte, on cite également le cas de Dubaï, donc cet émirat des Émirats arabes unis, qui, vous le savez, hein, est- est symbolisé par des tours toujours plus gigantesques, hein, comme la Burj Khalifa, Burj Al Arab, la tour la plus haute du monde, et qui a de nombreux projets immobiliers, hein, et qui a même des projets de construction d'îles artificielles. Eh bien, Dubaï, ça peut paraître extrêmement bizarre pour un émirat qui est au bord de la mer, eh bien, il a épuisé les réserves de sable de ses littoraux. Et on vous le dit dans le texte, il est obligé d'importer du sable d'Australie pour pouvoir continuer à lancer ses projets immobiliers et ses projets de construction d'îles artificielles. Donc, en général, bah, souvent cette exploitation, de sable, elle est faite, de façon illégale et elle tombe de plus en plus dans les mains de mafias. Donc, peut-être que vous ignoriez ce sujet qui touchait le sable. Mais le sable est une, matière très recherchée et de plus en plus rare. Donc en général, les exploitations, de ressources, hein, quelles qu'elles soient, nécessitent des techniques avancées et qui sont souvent maîtrisées, beh, seulement par les firmes transnationales des pays riches
et aussi de quelques pays émergents. Ah, je dois vous laisser, je m'en vais. Bonne journée à vous!